Bien, bonjour, moi je suis Bita Azimi, je suis enseignante ici et puis architecte praticienne. Alors l'intervention que je vais faire sur la question de la coupe, forcément je vais le faire à l'aune de la pratique et aussi de la manière dont la coupe m'interroge en tant qu'enseignante et praticienne. Donc bien sûr que la question de la coupe est un système de représentation par lesquels on peut comprendre un bâtiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir de quelle manière la coupe est aussi un outil de conception, que dans le procédé même de la coupe, en fait, la quête du sol aiguise et met en exergue les différents éléments, les fondamentaux qui sont l'air, la lumière, le sol. Le rapport qui est vraiment intéressant dans une coupe, c'est de quelle manière on va s'installer sur le sol et qu'est-ce qu'on prend au ciel et qu'est-ce qu'on prend au sol. Alors, au regard de toutes ces questions qui sont toujours révélées par la coupe, par cette quête du sol, pour illustrer un peu mon propos, j'ai décidé de vous présenter une ville, un paysage qui est loin d'ici, loin de notre culture, notre climat et notre géographie, et qui est Yazd. Donc c'est une ville qui est en Iran, dans le désert de l'Iran. Alors comme vous pouvez voir, l'Iran c'est d'abord un grand désert au centre et puis tout autour, uniquement, c'est dans son contour qu'on trouve des espaces où l'eau et la végétation arrivent à exister. Ce sont les espaces fertiles. Et ici, nous sommes en zone aride. Et pourtant, c'est dans cette région, très proche, assez proche de Téhéran, donc ce sont des villes qui se sont érigées en plein désert. Donc les hommes ont quand même décidé de s'installer là, dans des régions arides, compliquées et difficiles à vivre dans la contrainte. Alors la ville de Yazd, elle s'est construite, c'est une des plus anciennes villes au monde, hein, c'est d'après l'UNESCO, elle remonte, sa naissance c'est 2000 ou 3000 ans, presque avant Jésus-Christ. Je suis désolée de cette approximation, mais on n'est pas arrivé à vraiment connaître la date exacte de sa naissance. Donc c'était une ville de caravansérail. Elle se situait dans un carrefour au centre de tous les déplacements de la route de soie. C'était les routes qui étaient empruntées aussi pour aller à l'Asie centrale, en Irak et en Inde aussi. Alors donc on est, comme vous pouvez voir, voilà, elle se situe ici. Ce sont des plaines donc, qui sont désertiques, arides. Les températures ont des très fortes fluctuations dans cet endroit, c'est-à-dire que la nuit il fait très froid et le jour très chaud. Et donc, disons que c'est avec ces contrastes-là que les hommes ont trouvé finalement un paradoxe assez intéressant, c'est-à-dire d'utiliser justement la contrainte pour en faire un outil, et de ces outils en faire un outil à habiter et même des espaces à habiter. Donc je vais juste revenir à l'image précédente. Vous voyez, c'est une ville nappe, donc une ville dense, comme on peut en trouver en Orient, qui sont percées de cours. Les rues sont hautes, elles sont brisées. En fait, l'idée c'est toujours de se protéger bien sûr de la chaleur, mais aussi des tempêtes et du vent. C'est pour ça que on a très peu de rues rectilignes. Et puis les rues sont hautes parce qu'elles créent aussi l'ombre. Les murs sont épaisses, ce sont des murs en adobe et en briques, issus de la terre, qui est juste dans les environs, qu'on trouve là, juste à côté, et c'est une terre d'argile. Et voilà, c'est une construction avec
tous les éléments qui sont déjà là. En fait, c'était ça qui était pour moi le plus intéressant. C'est ce que ce qu'on appelait le house found, c'est-à-dire faire avec le déjà là. C'est ça que je trouve absolument intéressant dans cette ville. Alors j'ai essayé de résumer le dispositif même de cette ville, en faire une synthèse à travers une coupe que j'ai réalisée qui essaye de juste expliquer de quelle manière c'est à la fois une coupe dans un paysage, mais ce que raconte cette coupe, c'est que c'est un paysage qui interagit avec les 4 éléments. Ces 4 éléments sont l'eau, la terre, l'air et le feu. Et ces 4 éléments sont la religion qui a été portée par les habitants de Yazd, qui était la religion de Zoroastre, parce que c'était des Zoroastriens. Voilà, donc c'était ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que l'architecture vient totalement faire une unité avec aussi le sacré et la religion que portaient ces hommes. Donc la ville ne s'est pas constituée au fur et à mesure, vous voyez, par un système de juxtaposition, mais elle a été créée en coupe, comme un seul édifice. Alors quand on s'approche de la ville de Yazd, comme souvent quand on s'approche de ces villes désertiques, on découvre à vol d'oiseau des chemins faits de petits cercles, éloignés souvent de quelques mètres, d'une dizaine de mètres, et qui dessinent comme ça des chemins dans le paysage. Ce sont des canaux. Ces canaux, ce sont un réseau d'irrigation, qui était les premières conditions d'installation de l'homme dans le désert, c'est-à-dire qu'ils allaient creuser des puits très profonds, proches de la montagne, pour aller chercher la nappe phréatique, et ces puits étaient pour ventiler cette eau qu'ils amenaient au fur et à mesure à l'intérieur de cette ville. Le système même de l'irrigation et de la hiérarchisation qu'établit le rapport de l'eau avec la ville organisait toute la société. C'est-à-dire que les maisons nobles des grandes propriétés avaient accès à l'eau directe, et puis il y avait des réservoirs d'eau qui permettaient de garder l'eau pour les autres habitants qui venaient chercher l'eau dans des puits protégés. Et puis ensuite, il y avait les institutions qui en profitaient aussi sous forme de bassins pour irriguer aussi les cours et les jardins. Alors c'est un système assez savant, vous voyez, ce sont des puits qui viennent tous les 10 mètres se creuser. Les hommes descendaient dans ces puits. La dimension de ces puits était sur la mesure même de la corpulence des hommes, une fois qu'ils avaient les bras repliés sur eux-mêmes. Ça permettait d'avoir une échelle, vous voyez, pour un gabarit identique à tous. Et puis le système gravitaire était extrêmement savant, puisqu'il fallait réaliser dans le noir, dans le sous-sol, un système de pente qui permettait de ramener l'eau à l'intérieur de la ville. Alors, vous voyez, il y avait des systèmes assez compliqués. Les hommes qui descendaient dans ces puits, en fait, ils descendaient avec des habits en blanc, parce que c'était l'habit de la mort, parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de pouvoir en sortir. Mais c'était des conditions absolument essentielles pour pouvoir faire la ville à côté. Donc au départ, on faisait les canaux, vous voyez, on habitait autour des canaux dans des huttes, et ensuite on pouvait habiter la ville. Voilà le dessin de ces canaux dans le paysage. Et là, c'est la profondeur de ces puits. Et ça permet ainsi de créer des réservoirs d'eau qui se remplissaient, qui étaient enterrés très très profonds, protégés par des voûtes et ventilés pour que l'eau ne soit pas fétide. Vous voyez ? Donc ce sont ces tours qui permettaient de ventiler les réservoirs. Et puis on trouve le même type de réservoir en bas des mosquées ou des écoles.
des hammams. Vous voyez, il réapparaissent ici. C'était l'endroit où on conservait l'eau, était un endroit extrêmement travaillé. C'était des dômes souvent assez sophistiqués, parce que l'eau est un élément nécessaire, était un élément noble. Ensuite, arrivé, vous voyez, dans la suite de la coupe, il y avait aussi l'arrivée de l'eau dans ces maisons. Alors là, c'est une maison à 3 patios, donc c'est une maison plutôt de gens aisés, de gens riches. Et ce qui est intéressant de comprendre dans ces maisons, c'est qu'ils fonctionnent complètement avec le climat. D'abord, comme vous pouvez voir, depuis la rue, il y a très peu de percées. On n'y arrive que par des portes, à travers des systèmes de cours. Voilà. Et la maison, les pièces sont complètement indéterminées par rapport aux fonctions, parce qu'on habite la maison uniquement selon les saisons. C'est-à-dire on s'installe plutôt dans des pièces au nord l'été, et puis on revient dans les pièces sud l'hiver, et on tourne ainsi autour de la maison. Il y a très peu de lieux où la fonction est déterminée. Et puis la maison s'enfonce au fur et à mesure dans le sol. Il y a plusieurs situations de sol et de sous-sol. Le sous-sol n'est pas un espace technique. Là où arrive l'eau, il reste 1 minute. Ah, pardon. Bon, je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc là où arrive l'eau, c'est aussi l'espace où on stocke la nourriture, comme vous pouvez voir ici. Et au-dessus, on vient planter ce qu'on appelle des tours à vent. Et ces tours à vent, c'est la seule chose qui émerge de ce paysage. Et ces tours permettaient de ventiler en allant chercher les vents dominants au-dessus, et puis ensuite de venir faire un échange entre l'air chaud et l'air froid. Et généralement, ça permettait de faire, comme on dit en Iran et en iranien, ça permet de faire respirer les maisons. Voilà, je ne commente pas cette coupe, je pense qu'elle parle d'elle-même. Donc vous voyez, ce boji, ces tours avant, c'est des 4 ventelles qui permettent d'aspirer l'eau vers l'air vers le haut. Alors, chaque architecte dessinait les tours avant selon le contexte de la maison et sa position. Voilà, et puis plus loin, quand on s'éloigne de la ville, on trouve les tours de silence, ce qu'on appelle les tours de silence en Iran, à Yazd. C'était les Zoroastriens qui, c'était la façon d'enterrer les morts, c'est-à-dire on amenait les corps des défunts en bas de la montagne. Et il y avait un homme qui venait accueillir ces corps, et c'était le seul qui avait accès à la tour de silence et qui les amenait et les posait donc dans ces tours qui étaient des grands cylindres posés au-dessus de la montagne. Il y avait tout un chemin nécessaire pour y accéder. On se baisse à travers une petite porte parce qu'il faut se plier devant la mort, et ensuite on disposait les corps en cercle autour d'un centre qui était le feu, et en fait, on donnait les corps aux vautours parce que dans la religion zoroastrienne, les corps ne peuvent pas souiller le sol. Donc vous voyez le chemin qui mène vers ces tours de silence. Je m'excuse, je reviens juste vers la première image. Voilà, donc il me semblait assez passionnant de voir de quelle manière
tout prenait naissance dans le sous-sol avec l'eau, et puis de quelle manière on pouvait s'écarter de la ville et repartir loin de la ville, mais toujours pareil, avec un rapport avec le paysage, avec la montagne, et que toute cette coupe parle de cette histoire aussi du cheminement de l'homme entre la vie et la mort. Voilà, merci.